Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. 12 heures de négociations. Russes et Américains se sont rencontrés une nouvelle fois à Riyad, en Arabie Saoudite, pour évoquer un cessez-le-feu en Ukraine, et ces pourparlers continuent ce 25 mars. Alors évidemment, Emmanuel Macron était absent, mais pourtant, nous faisons face en France à un grand paradoxe. Donc Macron est en échec face à la guerre en Ukraine, mais il semble soutenu par la population française, ou en tout cas, il reprend quelques points dans les sondages. Nous allons en parler pour analyser les cœurs des Français avec Rodolphe Cart, journaliste à la revue Éléments. Rodolphe Cart, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Vous venez d'ailleurs de publier un essai, De quoi Louis Sarkozy est-il le nom, aux éditions Perspective Livre. Nous parlons évidemment du fils de l'ancien président. Nous allons en parler parce qu'il y a des ramifications avec notre problème actuel, notre problème du jour sur les négociations. Alors justement, avant d'en reparler, j'aimerais revenir sur ces négociations, Rodolphe Cart, sur ces négociations russo-américaines à Riyad. Petit tour d'horizon. 12 heures de discussion et pour l'heure, aucune annonce. Nous avons parlé de tout, c'était un dialogue intense, pas facile mais très utile pour nous et pour les Américains, a déclaré l'un des négociateurs russes, Grigory Karasin, cité par TASS. Beaucoup de problèmes ont été abordés, a-t-il assuré, avant d'admettre, bien sûr, nous sommes loin d'avoir tout réglé. La Russie a affirmé vouloir poursuivre son dialogue avec les États-Unis sur l'Ukraine en y incluant d'autres interlocuteurs, dont l'ONU. Le Kremlin et la Maison-Blanche devraient publier un communiqué commun à venir pour résumer leurs négociations, qualifiées dès le départ de difficiles par Moscou. Les discussions portent sur un cessez-le-feu en mer Noire afin de permettre un nouvel accord céréalier permettant des exportations dans la zone. L'Ukraine s'est dite prête à un cessez-le-feu général et sans condition. Moscou assure avoir accepté un moratoire sur les frappes visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Après le dégel entre Trump et Poutine, les deux puissances sont entrées dans le vif du sujet. Bon, Russes et Américains dirigent la diplomatie mondiale. Est-ce selon vous, Rodolphe Cart, une bonne nouvelle pour la paix ou une mauvaise nouvelle pour l'Europe ? Les deux, j'ai envie de dire. Oui, déjà pour la paix, c'est très bien, à mon avis, que deux grandes puissances comme la Russie et comme les États-Unis retrouvent le dialogue, en tout cas. L'autre grand moment de la politique internationale, alors que moi, j'ai pas connu, vu que je suis un peu plus jeune, mais c'était la chute du mur de Berlin. Et l'autre grand moment, c'est Alain de Benoît qui l'a dit dans un très bon article pour la revue Brésinfo, c'est justement c'est le retour de la discussion entre ces deux grands géants. Mais aussi, comme vous l'avez très bien dit dans votre interrogation, le grand absent, c'est bien évidemment l'Europe. Ce qui est aussi intéressant, c'est que plus on est absent, plus, on fait un peu les coqs, ou en tout cas, on nous entend de plus en plus, notamment vis-à-vis de Macron. Et donc oui, c'est assez intéressant. On va dans le bon sens, à mon avis. C'est très bien aujourd'hui qu'on revienne sur un modèle plutôt westphalien, si vous voulez, vraiment, où on considère les intérêts des pays, où on ne joue plus sur l'ordre moral, comme on a pu le connaître lors des précédentes guerres et des interventions américaines. Je pense bien évidemment à l'Afghanistan, à l'Irak, ou même à la Syrie, quelque part. En tout cas, c'est très bien. Et malheureusement, je trouve aujourd'hui que l'Europe reprend les accents qu'avaient pu avoir les États-Unis avant Trump, notamment. Vous savez, l'interventionnisme beauté, les grandes paroles sur les droits de l'homme, le monde libéral, la démocratie, le nation building, comme il disait. Et c'est vrai que moi, j'ai très peur aujourd'hui que l'Europe devienne la base arrière, où vont se réfugier une partie des néoconservateurs américains, mais aussi des démocrates américains, vu qu'aujourd'hui, Trump est en train de nettoyer les écuries d'OJA. On l'a vu aussi via le Dodge, donc le programme, vous savez, pour justement combattre l'establishment ou l'état profond américain. Et j'ai peur que, mine de rien, toutes ces entités qui se font, excusez-moi l'expression, un peu botter les fesses hors des États-Unis, viennent en Europe. Et on le voit à travers, à mon avis, les élucubrations médiatique. De plus en plus, la voie belliciste, on la retrouve en Europe, alors que les deux autres grands géants géopolitiques que sont la Russie et les États-Unis redécouvrent une voie, en tout cas tempérée, de paix, et à mon avis, qui est la bonne voie pour les années à venir. Alors en France, on a l'impression que l'opinion publique a quand même
du mal à saisir la situation géopolitique actuelle. La cote de popularité d'Emmanuel Macron a gagné 7 points au mois de mars. La cause la plus probable, c'est évidemment son discours martial face à la Russie, si l'on en croit en tout cas un sondage IFOP du 13 mars. Alors, j'ai dit qu'il avait pris 7 points, il arrive donc à 31% d'opinion favorable, son niveau d'avant la dissolution de l'été 2024, c'est un signe me semble-t-il. On parle d'effet drapeau, donc de sursaut patriotique, y croyez-vous, Rodolphe Carte? Absolument pas, mais en tout cas... On a connu cette séquence médiatique déjà au moment du Covid. Vous savez, c'est le « nous sommes en guerre » face au Covid. C'est quelque chose que font de plus en plus nos gouvernements. Vu qu'ils sont illégitimes, en tout cas qu'il y a vraiment... Vous savez, à chaque fois qu'il y a des enquêtes aussi sur les professions les plus détestées par les Français, à chaque fois, les politiques arrivent juste derrière les journalistes. Bon, nous, on essaye de le faire à un meilleur niveau, j'ai envie de dire, en tout cas, ce travail de journalisme. Mais en tout cas, on voit vraiment que les politiques, aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, sont de plus souvent déconsidérés par leur population, notamment autochtone. Là aussi, on peut peut-être évoquer les révoltes patriotes qu'on a pu connaître en Angleterre, vous savez, l'été dernier, ou même au moment de la montée de l'AfD, avec les dernières élections qu'on a connues. Donc en Allemagne. Vous sentez qu'à travers le continent, enfin en tout cas à travers l'Union européenne un peu élargie avec l'Angleterre, vous sentez quand même que cette tendance patriote entre en contradiction avec le discours dominant, bon, en tout cas géostratégique, géopolitique avec l'Ukraine. Ah bah c'est certain. On l'a même vu, vous savez, avec le cas roumain, là, tout dernièrement, où on a invalidé justement le fait que Călin Ceausescu, alors je m'excuse si j'écorche un peu son nom, ait pu se présenter. C'est un cas quand même, à mon avis, assez décisif. Alors, bien évidemment, certains europistes nous ont dit « mais non, c'est une décision souveraine de la Cour roumaine ». Mais bon, là aussi, il faut ouvrir la focale. On vient d'évoquer le cas de l'AfD. Le cas de l'AfD est assez intéressant. Elon Musk a pris parti pour l'AfD. Il est même intervenu à un de leurs rassemblements. Et Thierry Breton, directement derrière, je me souviens, c'était sur les ondes, il me semble, de RMC, avait dit que justement, le cas roumain, si on avait réussi à mettre en place le cas roumain, on pourrait très bien, pourquoi pas, demain, le mettre en place pour l'Allemagne. Et même, ça m'a intéressé, on perçoit, vous savez, dans les médias, des signaux faibles. On nous parle petit à petit de l'élection de 2027, on nous parle d'ingérence, de surveillance, de ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, par exemple, que Renaud Dely avait sorti un article sur France Info où il expliquait qu'il y aurait possiblement aussi des cas d'ingérence pour les élections de 2027. On voit vraiment comment ça se mettre en place, un petit bruit de fond, pour, bien évidemment, dans le cas où... Donc un narratif. Oui, exactement. Vous avez évoqué, Rodolphe Carte, le Covid. Alors je rappelle, j'en reviens à des sondages, mais en avril 2020, Macron avait gagné 11 points grâce à la crise du Covid. Vous pensez que c'est la légitimité absolue Qu'est-ce que c'est la peur ? C'est vraiment le ressort fondamental pour essayer déjà de rassembler tout le corpus de l'extrême centre autour de lui. Et vous savez, ça m'a assez interloqué, là, dans la déclaration, comme vous l'avez dit, belliciste contre la Russie. On a eu un rassemblement des libéraux de droite et de gauche derrière le président Macron. J'ai commis un article pour la revue Éléments et j'ai un peu fait un panel comme ça des personnalités qui s'étaient exprimées lors de cette allocution. On retrouvait Louis Sarkozy, on retrouvait Caroline Fourest, on retrouvait Paul Sugy, journaliste au Figaro. Et dans un précédent livre que j'avais sorti sur la menace néoconservatrice, j'aimais bien cette formule du monde diplomatique, même si je sais très bien d'où parle le monde diplomatique, mais il parlait de maréchaux de l'information. Et à mon avis, la formule est assez belle parce que ils analysaient déjà, si vous voulez, le narratif, ou en tout cas le fait d'imposer un narratif sur le conflit russo-ukrainien, et ils démontraient que au Figaro, à Libération, en passant par Le Monde, on avait quelque part le même bruit de fond, encore une fois. Donc oui, vous avez en effet écrit un essai sur le néoconservatisme, l'influence néoconservatrice, son danger en France. Est-ce que vous pourriez, pour nos téléspectateurs, préciser exactement ce dont il s'agit, ce néoconservatisme ? On en entend parler depuis la guerre en Irak, mais c'était il y a 25 ans. Pourquoi existe-t-elle encore ? Bon, faisons très simple. Il faut revenir sur l'histoire américaine. L'histoire américaine, vous savez, en 1620, le Mayflower dépose sur les plages américaines, ou en tout cas, américaines, des pèlerins anglais. Et vraiment, dès le départ,
Et ça va se concrétiser petit à petit au fur et à mesure de l'histoire des États-Unis. Il y a vraiment cette idée d'élection, vraiment qui sont un peuple élu. Et c'est vrai que c'est un sentiment qui va se renforcer. Et c'est vrai que la géopolitique américaine, à mesure que le pays se construit, va vraiment se construire sur un sentiment d'élection. C'est le fameux wilsonisme, vous savez, au XIXe siècle, cette doctrine où il faut sortir les Européens du continent américain. Et ensuite, il y a eu, comment dire, un interventionnisme. Et la géopolitique américaine, on pourrait la simplifier en deux catégories. D'un côté, il y a les isolationnistes. Eux sont pour se concentrer sur les intérêts américains. C'est par exemple le président Quincy Adams qui disait qu'il ne fallait pas aller chercher des monstres à l'extérieur des États-Unis. Et l'autre tradition, c'est la tradition interventionniste, où là, il faut aller à l'extérieur, notamment via des ingérences on va dire financière, d'influence médiatique, mais aussi militaire. Et les néoconservateurs sont arrangés dans cette deuxième catégorie. Et pour faire aussi un rapide retour historique sur cette famille, dans les années 60, les néoconservateurs américains sont des démocrates et des trotskistes. Mais par contre, ils vont s'opposer au sein du camp libéral, parce que là aussi, il faut faire libéral français n'a pas la même tradition aux États-Unis et en France. Mais en tout cas, ils vont vraiment s'opposer, si vous voulez, à un gauchisme du libéralisme américain qui se revendique par une politique totalement anticommunistes. Ils sont anticommunistes, mais aussi contre la New Left. La New Left, c'est, vous savez, le développement du droit des minorités, l'opposition à la guerre au Vietnam. Et aussi, dans les années 80, on va les retrouver cette fois du côté de Reagan. Ils sont contre la politique, justement, ils sont très va-t-en-guerre contre les communistes, et ils vont faire la bascule des démocrates aux républicains. Et dans les années 90 et dans les années 2000, là, on les retrouve vraiment, comment dire, va-t-en-guerre, bellicistes. Voilà, exactement. De la guerre au Moyen-Orient. Et derrière les gouvernements, George Père et George W. Fist, bien évidemment, qu'on a connus. Et donc, toute cette histoire américaine s'est importée en Europe. Vous avez le sentiment, Rodolphe Carte, que désormais, l'Europe est l'avant-garde du néoconservatisme. Alors là aussi, c'est une tradition qui remonte à longtemps. On pourrait revenir, juste après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, quand on met en place le plan Marshall. Le plan Marshall qui est absolument pas un plan désintéressé, on le sait. Il y a les accords Bloom-Burns sur le cinéma français et américain, où on autorise le cinéma américain à venir en France. On a aussi, et ça parfois on l'oublie, une volonté d'entrer dans les accords commerciaux avec nos anciennes colonies. Donc vous voyez, déjà à la base, les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, ont une volonté, hégémonique sur pas l'Union européenne, l'Europe à l'époque, qui deviendra plus tard l'Union européenne. Mais même en France, on voit qu'il y a un développement, si vous voulez, tout au long des années, jusqu'à nos jours, de ce mouvement néoconservateur. C'est bien évidemment la constitution de la French American Foundation, mise en place en 1976 par Valéry Giscard d'Estaing et Ford, où là, on a toute une flopée d'élites françaises, alors à la fois dans le monde médiatique, dans le monde politique, dans le monde culturel, mais aussi dans le monde militaire, où on va avoir des échanges comme ça avec les États-Unis. On retrouve des personnalités très intéressantes. Il me semble qu'il y a Alain Juppé, il y a Emmanuel Macron, il y a François Hollande qui ont participé, et tout un lot aussi de personnalités journalistiques ou politiques. Et aussi, on a eu une seconde, ou en tout cas une autre réminiscence comme ça du mouvement néoconservateur en France, c'est au moment de la constitution du Cercle de l'Observatoire. Le Cercle de l'Observatoire, c'est juste après les attentats de 2001. C'est un mouvement, ou en tout cas un cercle construit par Michel Taubman, qui était à l'époque le directeur d'Arte Info, qui va agglomérer autour de lui tout un lot d'intellectuels. Et tous ces lots d'intellectuels, on va retrouver BHL, Glucksmann, père et fils, le fils aujourd'hui qu'on connaît bien. Et si vous voulez, tout ça va vraiment, à force d'institutions, d'interventions médiatiques, ce genre de choses, on va avoir comme ça la mise en place d'un système assez cohérent, même si bien évidemment c'est pas un système où les gens se mettent autour d'une table pour discuter des prochaines stratégies. Mais en tout cas, on va vraiment avoir la mise en place d'un environnement et d'une atmosphère propice aux idées européistes, libérale, atlantiste, et qu'on peut qualifier de néoconservatrice. Désormais de va-t-en-guerre, d'accord, je comprends mieux, je comprends bien. Alors, vous écrivez dans la revue Éléments, de plus en plus contestée sur sa politique intérieure, la classe dirigeante française joue son dernier atout avec cette guerre. Jusqu'où ?
Ah bah là-dessus, j'aimerais renvoyer nos téléspectateurs à un article de Stephen Smith. Stephen Smith, c'est un essayiste anglais qui s'était fait connaître en 2018 pour un livre vraiment intéressant où il montrait qu'il y avait une bascule démographique entre le continent africain et le continent européen. Il montrait que justement il y avait tout intérêt, ou en tout cas par une partie de nos élites, à faire venir cette masse africaine, subsaharienne plutôt, en Europe. Et il a fait un article pour le Figaro qui est très intéressant, où il démontre que les démocraties occidentales vont être confrontées dans les années à venir, non pas à un dilemme, mais à un trilemme. Et ce trilemme, il est le suivant: la baisse de la natalité et de la démographie des peuples autochtones, l'immigration de masse et le maintien d'un État, on va dire, providence. Et aujourd'hui, on sent que cette élite, ce modèle, les met, sur un lit de braise, ou en tout cas sur un volcan qui est prêt à exploser. On l'a vu avec les contestations, bien évidemment, populaires en France. C'est le mouvement des Gilets jaunes auquel j'ai participé et que je soutiens encore. Il y a eu les révoltes paysannes aussi, très importantes, récemment. En tout cas, on sent vraiment que les gouvernements en Europe de l'Ouest sont proprement illégitimes. Mais par contre... La colère gronde, vous l'avez évoqué un peu plus tôt. Mais ils arrivent à se défendre dans un dernier, si j'ai envie de dire, casemate ou citadelle, qui sont les grands centres métropolitains. Vous savez, les votes, c'est toujours intéressant. En 2022, au second tour des élections présidentielles, Marine Le Pen l'a emporté dans plus de communes qu'Emmanuel Macron. Évidemment, parce que les grands centres métropolitains votent Macron, alors que la France périphérique, justement, vote plutôt Marine Le Pen, ou en tout cas populiste et nationaliste. En tout cas, oui, voilà, c'est un clivage, à mon avis, qui sera de plus en plus prégnant dans les années à venir, même s'il y a le danger de l'islam, bien évidemment, aussi, qu'il ne faut pas minorer. Mais à mon avis, oui, on sent véritablement que ce discours qui est mis en place par nos élites, par le quatrième pouvoir, sert justement à consolider, en tout cas avec ce qu'on peut encore... Le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique. Voilà, exactement. Le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir médiatique, et sert à consolider ce dernier îlot que moi je qualifie volontiers d'extrême centre, mais qu'on peut qualifier de bloc libéral ou de bloc élitaire, comme l'a fait Jérôme Sainte-Marie par exemple. Je vous cite encore, Rodolphe Carte, le narratif guerrier autour de l'Ukraine doit être l'accélérateur du processus fédéraliste largement grippé par la voie démocratique. C'est ce que vous nous dites à l'instant. Oui, il y a eu un discours qui m'a beaucoup intéressé de Viktor Orban le 15 mars, où il a fait un discours où il opposait la nation à l'empire. Il revenait sur l'histoire de son pays, qui est donc la Hongrie, et il démontrait que la nation hongroise s'était opposée au cours de son histoire à 3 empires. Le premier empire, c'était en 1848, vous savez, contre l'empire autrichien. En 1956, contre l'URSS. Et là, il expliquait que justement, qu'aujourd'hui, le troisième empire, l'empire bruxellois, maastrichtien, vous pouvez lui donner la dénomination que vous le souhaitez, essayait justement de mettre la main sur la nation hongroise. Et vous savez, ce qui est assez intéressant, c'est que la notion d'État profond, c'est vrai qu'elle est assez circonstanciée. Si on se réfère à l'histoire turque, et même c'est souvent un principe un peu vague. Et justement, Viktor Orban assez intelligemment a parlé d'une armée des ombres. Et cette armée des ombres renvoyait aux ONG, aux journalistes, aux politiques qui étaient achetés, selon lui, par les ingérences étrangères, par le pouvoir de Bruxelles pour jouer contre le pays, contre la souveraineté du pays. Et à mon avis, c'est vraiment intéressant parce que Orban, il joue avec ses cartes. Il a un tout petit pays, enclavé, mais il joue très bien avec ses cartes. Et à mon avis, c'est la seule ligne qui a été bonne en Europe ces derniers mois et ces dernières années, c'est la voie du non-alignement. Orban a rejeté l'idéal d'un Occident collectif dont s'est emparé notre cher président Macron pour justement faire résonner la voix nationale hongroise. On voit que l'Italie aussi joue un peu un double jeu aussi, c'est assez intéressant là-dessus. Mais en tout cas, moi, ce que je regrette, c'est que la France n'ait pas porté cette voie de l'indépendance. Et même, je pense justement que la France avait tout intérêt à peut-être jouer cette voie de l'indépendance, et peut-être aujourd'hui, ça revient au début de notre entretien, peut-être qu'elle serait à la table des négociations à Riyad. Alors, vous observez... Vous dénoncez un retournement du patriotisme, Rodolphe Carte. C'est une situation ubuesque, disons-le. Nous recevons des leçons de patriotisme venant de qui ? Venant des libéraux, de l'extrême centre. Oui, alors ça, c'est vraiment... S'il y a un côté assez comique, malheureusement, dans tout ce narratif qu'on essaie de nous vendre, c'est vraiment, oui, comme vous l'avez dit, ce renversement du patriotisme. Je me suis beaucoup intéressé à la figure de Bernard-Henri Lévy, parce que c'est une girouette et il a des déclarations qui sont toujours tonitruantes. Et c'est vrai que... En 2016, en 2017, en 2018, quand on a connu la première vague populiste, vous savez, dans le monde occidental, lui s'opposait et justement démontrait, ou en tout cas désignait du doigt comme ennemis les nationalistes, les patriotes, et il appelait justement au rassemblement des libéraux de gauche et de droite contre ces patriotes. Et aujourd'hui, c'est quand même hilarant de les voir se présenter comme les grands patriotes et de nous traiter, nous, de traîtres à la patrie, alors que j'ai envie de dire que
c'est notre camp qui a produit pendant des années la critique des ingérences américaines en France et en Europe. Qui a dénoncé la vente d'Alstom, de Péchinet, ou même d'Alcatel? Vous savez, c'est ce géant français du portable, mais aujourd'hui qui a été réduit à l'état de néant, mais qui dénonçait aussi l'extraterritorialité du droit américain avec les amendes records contre nos banques françaises, qui parlait de l'espionnage. Ce qui est aussi assez drôle, c'est que les Danois ont eu un peu un renversement aussi, un coup du sort. Vous savez que nombre d'antennes de l'espionnage américain, notamment la NSA, utilisaient le Danemark justement comme base avancée en Europe pour faire son espionnage. Et en plus, on a connu les dernières déclarations sur le Groenland. Bref, en tout cas, vraiment, notre camp n'a pas à rougir, si vous le voulez, de ces ingérences américaines. On les a dénoncées depuis X années. On a fait une critique, à mon avis, encore largement légitime sur les États-Unis. Et d'ailleurs, là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'ils se découvrent quasiment une âme patriote française ou européenne, mais un peu comme sur le syndrome du converti. Je vais filer ma métaphore. Nous, on a toujours eu une certaine méfiance vis-à-vis des ingérences américaines, mais aujourd'hui, quand on voit qu'une perspective s'ouvre avec Donald Trump, qui est une perspective, à mon avis, dont il faut saisir sans avoir de naïveté, bien évidemment. Donald Trump joue pour les intérêts américains, il ne joue absolument pas pour les intérêts français ni européens. Il n'empêche, on l'a vu grâce au discours de Vance aussi à Munich, qu'il y a quand même pas une main tendue, mais en tout cas une sommation au redressement des Européens et des Français. Et même là, on n'arrive pas à s'en opérer, alors que nous, qui sommes traditionnellement considérés comme des critiques de l'Amérique, on voit qu'il y a justement une possibilité de dialoguer entre hommes debout, au lieu d'être à genoux comme on l'a été pendant très longtemps. Donc on voit que même là, ils sont à contre-courant encore une fois. Évoquons votre essai sur Louis Sarkozy et retournons sur la question de ces négociations et de l'absence de la France et du discours va-t-en-guerre de Macron. Sarkozy Junior a estimé que le président Emmanuel Macron avait, je le cite, raison, donc dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Vous attaquez dans votre essai à Louis Sarkozy. J'ai envie de dire que vous jugez davantage le péché que le pécheur. En fait, votre cible, c'est l'américanisation des esprits. D'autant plus absurde, en l'occurrence avec Louis Sarkozy. Au vu des circonstances, on l'a vendu comme un pro-Trump. Et désormais, il critique Donald Trump qui veut la paix en Ukraine. Oui, son parcours est assez intéressant, à mon avis. Il fait son école militaire aux États-Unis. Il a vraiment un patriotisme, en tout cas, un univers mental complètement atlantique. Sa philosophie est libérale, il cite souvent Locke par exemple, mais il est très attaché aux valeurs de patriotisme, ce que je lui reproche absolument pas, par exemple. Mais en tout cas, il a vraiment un univers mental américain. Et c'est vrai qu'on l'a vu petit à petit arriver par certains médias, tout d'abord par LCI, mais là on sait bien évidemment les liens qui unissent son père au groupe Bouygues, au groupe LCI. Mais en tout cas, ça a été un intervenant de plus en plus régulier sur les questions américaines. On était au moment des élections. Et même on l'a vu devenir tout récemment éditorialiste chez Valeurs Actuelles et même tenir une émission, ça a été fait après que j'ai écrit mon livre, une émission avec Raquel Garrido, où on les voit ajouter, mais c'est assez drôle. Et comme vous l'avez très bien dit, Louis Sarkozy, en bon libéral conservateur, se faisait le défenseur du Trumpisme, justement, pendant la campagne. Mais en tout cas, quand on a vu que Trump a opéré une bascule, mais c'est même pas une bascule, c'était relativement annoncé. Il l'avait annoncé, j'ai envie de dire, personne n'a été détrompé. Là, il a été beaucoup plus critique du Trumpisme. Et à mon avis, là où il se trompe, c'est qu'il a voulu nous vendre la formule du Trumpisme pour la France. Je m'explique. Évidemment que la vitalité américaine, le fait de s'assumer, le fait de repousser cet ethnomasochisme comme on le connaît en France et en Europe, bien évidemment que ça nous revigore un petit peu, si vous le voulez, cette opposition au wokisme, ce genre de choses. Mais par contre, là où à mon avis Louis Sarkozy s'est trompé, c'est qu'il nous a par exemple vendu en disant vous voyez, Trump a réussi à coaliser derrière lui une partie des latino-américains justement, et demain nous en France on devrait faire la même avec nos compatriotes musulmans. Je crois qu'il connaît mal notre pays, il ne se rend pas compte des flux aussi et des doctrines ou en tout cas des stratégies d'entrisme que peuvent avoir certains pays islamistes vis-à-vis de nos pays. Donc là-dessus je pense qu'il y avait un décalage complet. Et justement, sur ce libéral-conservatisme, on se rend compte aujourd'hui que tous les partis d'extrême centre se durcissent un petit peu, ou en tout cas essayent de prendre un côté un peu plus droitier pour se maintenir au pouvoir. Mais par contre, c'est un peu la carotte qu'on nous tend. Vous savez, si on est plus dur sur l'immigration illégale d'un côté,
Par contre, de l'autre côté, l'immigration légale, on n'y touche absolument pas. Je me souviens, il y a eu des déclarations de l'ancien chancelier Olaf Scholz, où il expliquait justement que l'Allemagne allait durcir son contrôle aux frontières contre l'immigration illégale, ce qui est très bien. Mais par contre, juste derrière, c'était notamment une enquête du Courrier international, on voyait que l'Allemagne avait fait des accords avec des pays comme la Géorgie, comme le Kenya aussi, pour faire venir une immigration légale en masse. Donc vous voyez, l'extrême centre sait que pour se maintenir, elle devra aussi en donner un petit peu sur son aile conservateur, mais à mon avis, c'est trompeur. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de ce dilemme, et c'est pour ça que la logique illibérale que commence à appréhender un petit peu Donald Trump est intéressante, parce que c'est vraiment une alternative au système. Ce n'est pas un réformisme comme peuvent nous le vendre l'extrême centre plutôt droite avec en ce moment en France Retailleau, mais c'est vraiment une alternative, un changement de cap, et c'est vraiment, comment dire, oui, une prise et une doctrine, un renversement de doctrine complètement général et à mon avis qui est intéressant pour nous dans les années à venir. Un renversement de doctrine complètement générale, une alternative au système, eh bien ce sera le mot de la fin. Rodolphe Carte, merci encore. Merci à vous. D'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Merci et bonne soirée à tous.